Comment parler de paix alors que vous êtes engagé dans une guerre en Afghanistan? Il avait ça à l'esprit. Comment parler de cela? Ce prix a été un fardeau pour lui. C'était d'ailleurs le but recherché, mettre la barre très haut, à la hauteur de nos espérances, pour voir ce qu'il allait pouvoir accomplir. Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts extraordinaires en faveur de la coopération internationale entre les peuples. Un prix décerné sur l'unique et très mince base de ses beaux mais seuls discours théoriques. On pouvait lire sur une banderole de manifestants devant l'Institut Nobel d'Oslo, où Barack Obama recevait son prix, « Obama, tu l'as eu ton Nobel, maintenant mérite-le ». J'ai reçu un coup de téléphone du président Obama et il m'a demandé si je voulais bien venir le voir. Il voulait un rapport complet qui l'aiderait à comprendre assez rapidement la dynamique de la guerre en Afghanistan. Mais il n'avait pas beaucoup de temps. Le seul moment où il était disponible était pendant un vol vers la Californie, où les téléphones seraient coupés et où il ne serait pas dérangé. Donc le président m'a invité à partir avec lui et nous avons eu 3 ou 4 heures de discussion ininterrompue sur la guerre en Afghanistan. Le président avait trouvé ce dossier déposé sur son bureau, abandonné sur ses épaules de nouveau président. Un jeune président qui n'avait aucune expérience militaire. Le président Obama était profondément marqué par la guerre en Irak et je pense que traumatisé par cette expérience, il était déterminé à tout faire pour qu'elle ne se répète pas en Afghanistan. De plus, pour beaucoup de ses conseillers plus âgés, il y avait un autre spectre, celui de la guerre du Vietnam, et la certitude qu'on peut facilement s'enliser chaque jour un peu plus dans une guerre. Bruce Riedel a donc été chargé de définir notre stratégie en Afghanistan et au Pakistan. Nous avons essayé de trouver une solution au conflit. Et le président s'est tourné vers le vice-président et lui a dit « Vous savez, Joe, j'aimerais que vous alliez en Irak, mais aussi en Afghanistan et au Pakistan. Et je veux une évaluation claire de notre situation là-bas. Où nous en sommes et où tout cela va nous mener. J'aimerais que vous fassiez cela. » Et c'était tout. Et le vice-président Biden est parti pour l'Afghanistan. Son voyage a été un désastre. Le président Hamid Karzai et lui se sont violemment disputés pendant le dîner. Biden a quitté la table, furieux, nous laissant dans une situation épouvantable. À son retour, il a dit au président Obama que la politique américaine en Afghanistan était dans une impasse. Nous avons hérité d'une situation désastreuse en Afghanistan, une guerre que nous étions en train de perdre irrémédiablement. Avant que le président ne décide d'augmenter le nombre de nos soldats sur place, nous avons reçu un rapport du général Stanley McChrystal. C'était un rapport accablant sur la stratégie militaire en Afghanistan tout au long des années 2001 à 2009. Le général McChrystal concluait que non seulement nous étions en train de perdre la guerre en Afghanistan, mais que c'était bien pire qu'on ne l'avait imaginé. Oh, I did not know that. That's the first I've heard that. All right. Well, we have a number of issues, Mr. President, but we're going to concentrate on Afghanistan and Pakistan. So we are getting it teed up, and we were somewhat handicapped because we're not actually doing the delivery, but the Pakistani military is certainly diving into. You guys got more role here than you have in any other meeting. Le rapport du général McChrystal a déclenché un violent affrontement au sein du gouvernement entre les militaires, mais aussi la secrétaire d'État Clinton, qui soutenait qu'il fallait absolument envoyer plus de troupes en Afghanistan et les envoyer le plus vite possible, et ceux qui, comme le vice-président Biden, pensaient depuis le début que cette mission était devenue une mission impossible. Les généraux disaient « envoyons plus de soldats ». Obama ne le voulait pas, mais il semble qu'il a été forcé à le faire, que les militaires détenaient le pouvoir. Le président a écouté tous les avis et a conclu en décembre 2009 qu'il fallait envoyer rapidement des forces militaires américaines supplémentaires dans la région.
Il était arrivé au pouvoir en disant que l'Irak avait été une erreur. Mais il a passé 3 mois à essayer de trouver une bonne solution. Il ne savait pas très bien à quoi cela allait mener. Quand vos généraux et votre ministre de la Défense, les gens que vous avez nommés, vous disent qu'il faut envoyer plus de troupes, le président se trouve sur un véritable champ de mine. On peut penser avec raison qu'il a cédé aux militaires qui avaient décidé d'augmenter le nombre de soldats en Afghanistan. Le général Stanley McChrystal, commandant des troupes américaines en Afghanistan, donne un entretien au magazine américain Rolling Stone. Il y critique vivement Barack Obama, notamment sur sa réticence à envoyer des renforts en Afghanistan. McChrystal raconte leur première rencontre. Obama ne savait rien de moi, ni qui j'étais. Nous nous sommes vus 10 minutes, juste le temps de faire une photo. Il a trouvé le président peu au fait de la guerre, pas très concerné. Obama, furieux, le convoque à la Maison-Blanche, met fin à sa mission et le limoge. Ce président avait hérité d'un désastre en Afghanistan, d'une économie en lambeaux et d'une industrie automobile en faillite. Les choses étaient bien pires sur différents sujets que nous ne l'avions pensé en arrivant. Et nous avions conscience que la situation était vraiment mauvaise dès le début. Et cela a continué à empirer. On se disait, bon, on va peut-être avoir un petit moment pour respirer, mais non, il y avait encore autre chose. Je lui disais, je ne sais pas comment vous faites pour plaisanter tous les jours, être drôle et si décontracté, alors que vous êtes écrasé par le poids des responsabilités. You want a hamburger? I do. 2 burgers for breakfast. We're going to get some burgers, and I can bring them back for you. Je me souviens de lui demandant « Qui veut un hamburger ?» Je lui ai dit que je revenais de la gym et que la dernière chose dont j'avais besoin, c'était un cheeseburger et des frites. I'll take one. You want fries? Nothing. Katie? Yes, sir. You want them? Where's your Samuel taken care of? He took his detail and I took mine, and it wasn't mine. Who's going to hold 1 second for the president? I don't want to hold. What's going on, everybody? How you doing, sir? How you doing? They'll let you off for work. Hey, guys. How y'all doing? You got your orders? What do you got? 1 cheeseburger and 1 fries for me. All right, so then I got a little cheeseburger with lettuce, tomato, ketchup, and pickles. Well, yeah, put some lettuce on mine, too. All right? 2 fries, 1 for him and 1 for the previous. All right, and these are all small. Appreciate your service. Thank you, sir. How you doing? Good. How are you, sir? I'm good. What's your name? How are you? Very nice to have you. You've been playing some ball, or what's going on? Working with a soccer team here. Thanks, guys. Thank you. Il était allé acheter des hamburgers et des frites. Et il est revenu avec plein de sacs pour tout le monde. Oh my goodness. We got a lot of stuff. How many burgers did you get? 10. It's from the boss. A bag of fries? Do you ketchup? There you I don't need ketchup. You good? I should be good. All right. Okay. Well, then why do you want to go now, brother? You guys already lined up? Yep, are lined up and ready to go. All right. Good morning, Mr. President. Good morning. Larry Summers sera l'architecte de la réforme économique d'Obama. Le déficit budgétaire est de 1300 milliards de dollars, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Le taux de chômage frôle les 10% et l'industrie automobile est au plus mal. General Motors va déposer son bilan et Chrysler va disparaître sans une aide de l'État. Life has changed since the briefing. All of the indicators were on path. Tous les indicateurs étaient pires que ce qu'ils étaient après la crise de 1929. C'était comme si nous étions au bord d'un précipice. Et le défi était d'arrêter tout ça. Le nombre de gens qui perdaient leur emploi avait atteint un niveau dramatique. Les banques ne pouvaient plus prêter d'argent. 700 000 emplois disparaissaient chaque mois. L'économie était au bord du gouffre. Nous avions pratiquement une croissance négative.
Ils ne savaient pas à ce moment-là à quel point l'économie s'était effondrée. Personne n'aurait pu le prévoir. C'était vraiment sans précédent. Obama n'avait pas d'idée forte sur l'économie. Cela n'avait jamais été la pièce maîtresse de sa campagne. Le gouvernement d'Obama a eu à faire face à beaucoup de crises, mais aucune d'entre elles n'était aussi aiguë que celle qui frappait l'automobile. C'était une vague qui se précipitait sur eux à toute vitesse. I just had a meeting with my economic team and start establishing a foundation for long-term economic growth. That involves making investments on healthcare and energy and education. That means increasing our productivity across sectors and not just relying on the financial sector for all our economic growth. And I think that's what the American people are looking for. Et c'était un ordre de mission. Ils nous ont dit, unissez-vous au sein d'une même équipe pour résoudre ce problème. Le président a regardé ses conseillers politiques, puis Rahm Emanuel, et m'a demandé de coordonner cette équipe. Le gouvernement ne connaissait rien à l'industrie automobile. Toute l'équipe s'est formée, comme dans le film Ocean's 11, pour partir de zéro et faire le travail. Il était prêt à gérer le fait que ses conseillers puissent avoir des avis différents. C'était surprenant d'avoir deux patrons. Cela vous empêche de vous concentrer. Larry Summers et Rahm Emanuel étaient compliqués, névrosés, toxiques même. Et Rahm Emanuel était persuadé, et il ne s'en cachait pas, qu'il pouvait faire le travail de chacun et en beaucoup mieux. Le président et lui avaient une relation privilégiée et j'étais exclu de leur conversation. Rahm n'y connaissait sûrement rien et était incapable de résoudre la crise financière. Rahm n'était qu'un serviteur. C'était comme Larry Summers, un personnage hors norme, différent, mais ils n'avaient aucun point commun. Leur rivalité a été une incroyable somme d'énergie et d'efforts gâchés au sein de la Maison-Blanche. Larry Summers dirigeait le groupe de conseillers le plus inefficace de ce gouvernement. Personnellement, je ne trouvais pas que Larry était un tyran. Est-ce qu'il avait une forte personnalité? Oui, évidemment. Larry Summers était le premier à dire qu'il avait une forte personnalité. On raconte qu'il avait dit à Obama, quand il lui a proposé le poste, « Si vous cherchez quelqu'un qui n'a pas d'opinion, trouvez quelqu'un d'autre. » Rahm Emanuel avait une tactique un peu différente. Il ne poignardait pas les gens dans le dos, il les frappait de face, en pleine poitrine. Il y avait certainement des moments de désaccord. Il jouait à s'esquiver, se piéger, tromper la personne en face. Mais les vraies questions étaient, qui dirige l'unité? Qui en a réellement la charge? Est-ce que Rahm Emanuel en contrôle le côté politique? N'a-t-il pas trop de pouvoir? Qu'en pense le président? Toutes ces questions sont apparues. Et il en a conclu qu'il faisait un travail lamentable. Et ils ont eu de sérieux désaccords sur des sujets comme à combien se monte le déficit, que devons-nous faire avec les banques, jusqu'à quel point devons-nous être interventionnistes. Rahm Emanuel ne veut pas d'une réforme trop audacieuse, mais juge Larry Summers coupable d'avoir limité l'envergure du programme de relance à un moment où Obama pouvait encore l'imposer. Sa réforme financière reste controversée. Ses détracteurs l'accusent de faire preuve de conservatisme. Soucieux de ne pas tomber dans le populisme anti-banque, Larry Summers exprime son scepticisme vis-à-vis de Rahm Emanuel et va vivre mal le fait de voir le président préférer les conseils du chef du gouvernement aux siens. J'étais avec lui en Californie et il hurlait contre les banquiers de Wall Street et combien c'était injuste et dégoûtant. Et je m'étais dit, voilà enfin quelqu'un qui va vraiment s'attaquer à ça. Mais le lendemain, à Washington, il parlait de droits, de contrats qu'il fallait honorer. Ils ont reconduit les réductions d'impôts de l'époque Bush, au grand désespoir des démocrates, parce qu'il y en avait toujours pour les Américains les plus riches. La plupart des démocrates avaient l'impression d'un retour vers le passé. Le président continuait la même politique. Il ne punissait pas. Il refusait de poursuivre les responsables de l'effondrement financier. Il disait, il faut aller de l'avant. Il y avait donc une incroyable opposition entre idéalisme et pragmatisme. Et on retrouvait cette tension à chacune de ses décisions, que ce soit en politique intérieure ou étrangère.
Plusieurs de ses plus importants conseillers affirmaient avec raison que vouloir faire plusieurs choses en même temps, sauver l'économie et arrêter ce désastre, allait monopoliser l'attention, l'énergie et les efforts de la totalité du gouvernement. Il a voulu bousculer les règles, décider seul du chemin à suivre et ignorer les conseils des experts, mais ça n'a pas marché. Et le premier projet de loi qu'il a proposé au Sénat était une loi pour tenter de stimuler l'économie. Il croyait qu'en raison de la crise, les républicains n'agiraient pas de la même manière qu'ils le faisaient en temps normal. Il est allé discuter avec les républicains et ils lui ont dit « Votre loi ne nous intéresse pas, on ne vous suivra pas ». Et donc, à la Chambre des représentants, il n'a pas obtenu une seule voix des républicains. Il s'était fixé un ordre du jour ambitieux pour les 2 années à venir et il allait tout abandonner à cause de la crise économique. Et alors que l'économie était encore au bord du gouffre, le président a lancé sa réforme de l'assurance santé. Et ça a été une erreur. La réforme du système de santé publique, c'était le projet phare de la campagne d'Obama. Il veut donner une couverture sociale et un accès aux soins aux 47 millions d'Américains qui en sont dépourvus. Et en finir avec ce système injuste. Il m'a dit, Tom, ce sera mon héritage. Et si jamais vous avez des doutes sur ma capacité à convaincre mon gouvernement, dites-le-moi. Le président pensait que c'était maintenant ou jamais pour l'assurance santé universelle. Un des principaux discours que j'ai écrits a été celui qui devait lancer le projet de réforme de l'assurance santé. C'était un discours très important. Le but était d'expliquer pourquoi il y tenait tant. Je me souviens que nous en parlions, il tournait autour du bureau ovale, me dictant ce qu'il voulait dire. On en parlait, il simplifiait, il savait exactement ce qu'il voulait. I realize there's some in my party who don't think we should make any changes at all. But here's the truth. And if we don't gradually reform the system, while protecting current beneficiaries, it won't be there when future retirees need it. We have to reform Medicare to strengthen it. Mais il s'inquiétait, car si tout était mis en œuvre pour cela, il ne pourrait plus faire passer d'autres réformes. Pourquoi n'a-t-il pas écouté les gens les plus expérimentés de son gouvernement? Il lui disait, ne faites rien qui engage des dépenses supplémentaires, laissez de côté l'assurance santé. Il n'en a pas tenu compte. Croire que la réforme de l'assurance santé pourrait se faire rapidement pour passer à autre chose n'était tout simplement pas réaliste. Ram lui a dit « Écoutez, ça va vous tuer ». Et pas seulement Ram. David Axelrod lui disait « Laissez tomber et continuez à avancer ». Quand il a pris une décision, il ne fait pas marche arrière. Cela en dit long sur ce président, son obstination, son ambition, sa façon de penser. Il disait « Je vais le faire à ma façon, je vais le faire. Et si cela détruit ma présidence, je m'en fiche, j'irai jusqu'au bout. » Mais cela s'est avéré un combat plus difficile que prévu. Et puis le mouvement des Tea Party dans tous les États-Unis a décidé de s'attaquer au projet de loi. Nous ne voulons pas que le gouvernement se mêle de l'assurance santé. Ne touchez pas à l'assurance santé. L'aile représentée par le Tea Party a toujours existé dans ce pays. Mais la question de l'assurance santé a réanimé leur voix et il s'est cristallisé en un mouvement politique. Beaucoup de gens leur ont donné de l'argent et des moyens pour transformer ce parti en mouvement d'opposition. Et il a fini par s'implanter dans la société. Ce populisme se déchaînait à travers le pays.
C'était répugnant de voir tous ces gens faisant campagne contre son projet de loi sur l'assurance santé, mais surtout contre lui, en disant qu'il n'était pas né aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux le traitaient de nazi. Ça volait vraiment très très bas. Il y a des gens dans notre pays qui n'ont toujours pas admis qu'un noir ait été élu président. Sarah Palin électrisait les foules. Elle était capable de traiter Barack Obama de menteur et de sympathisant terroriste, avec un sourire et des trémolos dans la voix. Et les gens gobaient tout cela. Il y a beaucoup de gens qui croient sincèrement à toutes ces informations fausses sur ce qu'il est. Il y a énormément de gens dans ce pays qui pensent qu'il est musulman. Seul un président aussi bien dans sa peau que Barack Obama pouvait supporter toutes ces attaques personnelles avec cette grâce, ce détachement. Ils en avaient après le président Obama et s'opposaient à lui. C'est ce qu'ils voulaient, le mettre en échec et pas seulement son projet de loi. Qui voulait faire tomber le gouvernement? Eux. Leur stratégie était une politique de table rase pour battre le président et tout arrêter. Il s'est battu contre la plus forte obstruction de toute l'histoire du Congrès. C'est l'attitude la plus cynique que j'ai vue depuis que je suis ici. D'après lui, les républicains étaient décidés à ruiner son avenir politique. Le président avait aussi perdu la Chambre des représentants, donc il était conscient des répercussions extraordinaires. Ça a été un tournant pour le président. Il n'avait pas la possibilité d'avoir une chambre dirigée par les démocrates pour poursuivre son programme. Tout ce qu'il a essayé de faire, que ce soit la loi sur l'assurance santé, sur l'économie ou toute autre proposition, était toujours rejeté. Et ça le rendait furieux. Il y avait de très rares moments où il perdait le contrôle et sa capacité à surmonter ses émotions. Ce fut le cas à ce moment-là. Il a dit, même si je ne fais qu'un seul mandat, je veux rester le président qui a fait de grandes choses. Nous allons faire passer la réforme de l'assurance santé en contournant la procédure. Je veux finir ce travail. On peut y arriver. Il est vite devenu évident pour tout le monde qu'il ne renoncerait pas. Il a essayé de rassembler une large coalition avec les démocrates du Congrès et voir ce qu'il allait devoir sacrifier de sa réforme. Le président a continué à essayer de travailler avec les républicains, tenter de faire des compromis avec eux. Cela a rendu furieux son propre parti. Cela paraissait totalement fou ce qu'il était en train de faire. The staffs of both the House and the Senate, as well as the White House staff, have been working very hard to try to narrow the differences. We made some progress today. Those differences have been narrowed. S'il ne changeait pas de méthode pour faire passer son projet de loi sur l'assurance santé, il allait mourir. Le président a plusieurs fois frôlé la mort avec la loi sur l'assurance santé. Je ne peux pas vous dire combien de fois cette loi a été déclarée cliniquement morte. Tous ont déclaré que sa présidence était terminée, qu'il ne ferait plus jamais rien. S'il ne s'impliquait pas plus, s'il ne prenait pas tout ça à la gorge pour la faire aboutir, tout allait s'effondrer. Tous, sans exception, les démocrates, les républicains, les médias ont dit qu'il était fini. L'assurance santé était morte et sa présidence aussi. 2 mois plus tard, il faisait voter l'assurance santé. Il avait remarquablement manœuvré. À l'issue d'un marchandage serré et plusieurs concessions, le texte est adopté grâce à une procédure ne nécessitant qu'une majorité simple. Barack Obama a gagné, mais la réforme, bien en deçà de ses promesses électorales, va laisser 23 millions de personnes sans aucune couverture maladie. Et surtout, l'acceptation définitive va dépendre de la Cour suprême, et cela peut prendre des mois. Une loi vraiment pas parfaite, mais comparée à rien, nettement mieux. Il a joué brillamment, judicieusement, et il a gagné à la fin. Et pour citer mon vice-président préféré, c'était un putain de pari. La nuit où l'assurance santé a été votée était un moment euphorique. Nous fêtions l'événement sur la terrasse Truman et il nous a dit « Réjouissez-vous ». Nous avons été élus pour faire des choses comme ça. Mais le sentiment que nous avons aujourd'hui, cette joie et cette exaltation ne dureront pas. Il va y avoir des moments difficiles aussi. Savourons celui-ci. Il était conscient que nous allions connaître des moments très durs.
الخيط الأبيض في موسم جديد، نقاش، آراء وحلول بروح التواصل والتعايش. فعمل مسرحي انا 3 شهور وانا كنتدرب معاك فيه، كنجي حتى الاخر وكنلقى ممثلين اخرين. انا ما قلتش نسيروا بحالكم، برنامج العرض باسمهم، ولكن في نهايه المطاف كيجي كيلوح لي النص كيقول لي لا انا ما بقيتش صافي اسمح لي. مع نسيم الحر في محاولة الربط بالخير وبخيط أبيض، مساء الاثنين على دوزان. حلقة جديدة من مجلتكم دوزيام ماك، جديدة الساحة الثقافية في بلادنا مع معارض تشكيلية مختلفة من الفن الحديث إلى الفن الرقمي، مرورا بمعرضين احتفاء بمئوية الرباط كعاصمة، الأدب بمناسبة يوم المكتبات، والموسيقى على إيقاع الميتال، مع لقاء مع السولمان المغربي فيغون ودردشة مع محمود ميغري، إلى جانب مواد أخرى في حلقتكم الجديدة. كونوا في الموعد. مسابقة مسلسلكم غلطة حياتي ما زالت مستمرة وتمنحكم فرصة الفوز بقسيمة شراء بقيمة 10,000 درهم. ما عليكم إلا مشاهدة المقطع التالي ومحاولة الجواب على السؤال. جهاد، أنا كنبغي الزعفران بزاف، جيبيه شي نهار بلا ما نقولها لك. واخا هي الأولى. قالت لك غتولي مولات الدار. لا زين لحداك الله يستر. يكفيكم الآن الإجابة على السؤال التالي. تحب والدة جعفر مادة 1 الزعفران، 2 الشاي. للمشاركة ومحاولة الفوز بقسيمة شراء بقيمة 10,000 درهم، ما عليكم إلا أن تبعثوا بالجواب الصحيح عبر الSMS إلى الرقم 9669 أو اتصلوا بالرقم 4042 من أي هاتف محمول، أو اتصلوا بنا عبر الهاتف الثابت إلى الرقم 08 90 60 11 00. ثمن الSMS 10 دراهم و80. عاصمة التمر مدينة أرفود كتساعد لاحتضان الدورة الثالثة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، وذلك في الفترة ما بين 8 وحتى 11 نوفمبر. الهدف من هذا المعرض هو التعريف بجودة التمور المغربية في جميع أنحاء العالم من خلال عرضها على زوار المعرض واللي كيمثلوا العديد من الدول. المعرض كيتعتبر أيضا ملتقى للتبادل المعرفي لتقنيات وتكنولوجيات إنتاج وانتعاش التمر بين مختلف العاملين في هذا القطاع. مدينة أكادير غادي تعيش على إيقاع الفكاهة من خلال تنظيمها الدورة الثانية من مهرجان الضحك، وذلك في الفترة ما بين 6 وحتى 10 من الشهر الحالي. دورة هذه السنة كتعرف مشاركة فكاهيين مغاربة وأجانب، إضافة أن عراب الدورة هو الفكاهي المغربي سعيد الناصري. نذكروا أن برنامج هذه الدورة غني بالمواد الترفيهية ديالو، ومنها المواقف المضحكة، لاماجي وأيضا سكيتشات. منطقة محامي الغزلان جنوب المغرب غادي تنظم أيام 9 10 و11 من الشهر الحالي الدورة الرابعة من مهرجان ترقالة ثقافة الصحراء. هذا المهرجان اللي كيتنظم على شكل موسم كيهدف للاحتفال والتعريف بالثقافة الصحراوية المتعددة من خلال التقاليد والفولكلور المعمول بها، إضافة لاكتشاف مناخ وطبيعة المنتوج السياحي المتنوع بالصحراء المغربية واللي كيتصف بالهدوء والسكينة، وأيضا للتعريف بكرم وضيافة وترحاب سكان المنطقة. مهرجان ترقالة فرصة لإلقاء نظرة على طبيعة برية قاسية ونقية. المدينة الحمراء مراكش كتساعد لتنظيم الدورة 12 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وذلك في الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 8 من شهر ديسمبر. المهرجان كتعتبر نقطة التقاء وتبادل الأفكار والخبرات بين سينما الشمال وسينما الجنوب، كيف ما أنه كيعرف تنظيم مسابقة للشباب المبدع من أجل النهوض بالفن السابع بالمغرب. نذكروا أن هذه السنة المهرجان غادي يحتفي بالسينما الهندية بعد تكريم الممثل العالمي شاروخان في الدورة السابقة من المهرجان. كنعيش في وسط العائلة، ما قبلونيش المرة الأولى نهائيا، تهربوا مني، ما يسلموش معايا، ما ياكلوش معايا. بالنسبة الوحيدة هي الوالدة اللي كانت تتقبلني.